Lundi 2026, 10 h du matin. Les États-Unis mettent en place un blocus naval contre l'Iran. Dès lors, plus aucun navire n'entre ou ne sort d'un port iranien. Ce n'est ni une menace, ni une sanction écrite, mais des navires de guerre postés à l'entrée du détroit d'Ormuz. 3 groupes aéronavals, 21 navires de guerre, plus de 100 aéronefs, 10 000 militaires. L'Iran a passé des semaines à bloquer ce même détroit, empêchant le monde entier de passer et exigeant un péage de millions de dollars par navire. Maintenant, les États-Unis arrivent et font la même chose, mais contre l'Iran. 2 blocus au même endroit, l'un contre l'autre. Mais ce qui semblait être un simple bras de fer est déjà devenu quelque chose de bien plus grand. Parce que lors des premières 24 heures du blocus américain, quelque chose s'est passé qui montre exactement qui est aux commandes, qui commence à manquer d'options. Dans les premières heures, après l'entrée en vigueur du blocus, un pétrolier chinois appelé Rich Story a tenté de tester les limites. Le navire, enregistré au nom de la société Shanghai Juanrun Shipping, s'est approché de la zone de blocus et a tenté de traverser le détroit. Un autre navire lié à la Chine, l'Austria, battant pavillon du Botswana, a fait la même chose. Les deux ont fait marche arrière. Le Rich Story a fait un demi-tour à 180 degrés et est retourné dans le golfe Persique. L'Austria a changé de cap avant même de s'approcher. Au total, le commandement central américain a indiqué que 6 navires marchands ont été renvoyés vers des ports iraniens. Aucun navire n'a réussi à franchir le blocus. À la fin du premier jour complet, le commandement central a déclaré que le blocus était totalement mis en place et que le commerce maritime de l'Iran avait été, selon leurs propres mots, complètement coupé. 10 000 militaires américains, plus d'une douzaine de navires de guerre et de chasseurs, tout était positionné pour s'assurer que rien n'entre et que rien ne sorte d'Iran par la mer. Et maintenant vient la partie que la plupart des analyses n'expliquent pas. Pourquoi cela est-il si dévastateur pour l'Iran ? Ce n'est pas seulement une question de fierté ou de stratégie militaire. C'est une question de temps. Et le temps joue contre l'Iran d'une manière que peu de gens ont comprise. Il exporte 270 millions de dollars de produits par jour par la mer et en importe 160 millions d'autres. Avec le blocus, rien de tout cela n'entre ni ne sort. La perte estimée atteint 430 millions de dollars par jour. Plus de 13 milliards par mois. Et il n'y a pas d'alternative. 90% de l'économie iranienne dépend du commerce maritime par le Golfe. On ne peut pas remplacer cela par des camions ou par avion. Mais le problème le plus urgent est un autre. L'Iran exporte environ 1 500 000 barils de pétrole par jour. Avec le blocus, ce pétrole n'a nulle part où aller. Il doit être stocké. Le problème, c'est que la capacité de stockage du pays, entre 50 et 60 millions de barils, est déjà occupée à 60%. Il ne reste de la place que pour 20 millions de barils. Au rythme actuel, ces dépôts seront pleins d'ici environ 2 semaines. Et quand ils seront pleins, l'Iran devra commencer à fermer des puits de pétrole. Et fermer un puits, ce n'est pas comme fermer un robinet. Quand on ferme, on perd entre 5 et 10% de la capacité d'extraction. C'est un dommage permanent. C'est une infrastructure qui peut mettre des années à être remise en état. Il y a déjà des signes que l'Iran en ressent les effets. La Compagnie nationale de pétrochimie a suspendu toutes les exportations jusqu'à nouvel ordre afin de donner la priorité à l'approvisionnement interne. Lorsqu'un pays commence à rationner ses propres exportations pour tenir sur le plan intérieur, c'est le signe que la pression fonctionne. Pour comprendre comment l'Iran en est arrivé à cette situation, il faut revenir quelques jours en arrière à Islamabad, la capitale du Pakistan. La semaine dernière, le Pakistan a servi de médiateur lors d'une rencontre directe entre les États-Unis et l'Iran. Du côté américain, le vice-président Jotari Vance a dirigé la délégation. Du côté iranien, le président du Parlement, Ghalibaf, a amené une centaine d'officiers. Les négociations ont duré 21 heures d'affilée. Vance a appelé Trump plusieurs fois pendant le marathon. Il a lui-même dit qu'il y a eu une demi-douzaine, peut-être une douzaine d'appels. Chaque fois qu'il avait besoin d'une décision, il prenait le téléphone et parlait directement au président. Les Iraniens n'ont pas fait la même chose.
Aucun appel vers Téhéran. D'après les rapports, par souci de sécurité, il craignait apparemment que la communication soit interceptée. Cela a révélé quelque chose d'important. Les 100 officiers iraniens présents dans cette salle n'avaient pas l'autorité de conclure un quelconque accord. Aucune. Ils devaient ramener la proposition et attendre l'approbation. Mais personne ne sait vraiment qui prend les décisions en Iran depuis que le guide suprême a été tué lors des attaques de février. D'un côté, un vice-président en contact direct avec le président le plus puissant du monde. De l'autre, une délégation de 100 personnes, qui ne pouvaient rien décider. Cette asymétrie à la table des négociations en dit plus sur l'état de l'Iran que n'importe quelle donnée économique. Les États-Unis ont mis sur la table 6 exigences. Fin de l'enrichissement de l'uranium, démantèlement des installations nucléaires, restitution des matières enrichies, réouverture totale du détroit sans péage, paix régionale avec les alliés, et fin du financement de groupes comme le Hezbollah et les Houthis. L'Iran a examiné tout cela. Et il n'a pas accepté. Il pensait que contrôler le détroit d'Ormuz lui permettait d'exiger davantage. Il pensait qu'il était en position de force. Le lendemain, Trump a annoncé le blocus naval. Et voici un détail que nous avons déjà abordé dans la vidéo précédente, mais qu'il vaut la peine de rappeler rapidement, parce que cela change tout. L'Iran ne peut pas rouvrir le détroit d'Ormuz même s'il le souhaite. Les mines qui ont été dispersées dans le détroit ont été posées sans cartographie, sans enregistrement, et l'Iran a perdu la trace d'une grande partie d'entre elles. L'arme qui devait donner un pouvoir de négociation est devenue un piège dont l'Iran lui-même ne parvient pas à sortir, avec le détroit miné et le blocus américain en vigueur. L'Iran est pris au piège des deux côtés. Il n'arrive pas à ouvrir le détroit pour négocier de bonne foi. Et il n'arrive à rien exporter à cause du blocus. C'est un double blocus. Et l'horloge tourne. Le cessez-le-feu expire la semaine prochaine. Mais il y a un acteur dans cette histoire qui reste silencieux. Et qui peut tout décider. Parce que si cet acteur décide d'agir, la guerre peut se terminer en quelques jours. Et s'il ne fait rien, elle peut durer des mois. La Chine. Plus de 80% du pétrole que l'Iran exporte par voie maritime va vers la Chine. Selon les données de suivi maritime, le 14 avril, il y avait 157 millions de barils de pétrole iranien en haute mer. Et 97% d'entre eux avaient la Chine comme destination. Et voici un détail que peu de gens connaissent. Les registres officiels de la douane chinoise indiquent zéro importation en provenance d'Iran depuis 2022. Zéro. Mais les importations chinoises de pétrole en provenance de Malaisie ont atteint 1,3 million de barils par jour en 2025, soit plus du double de la production totale de la Malaisie. Autrement dit, la Chine achète du pétrole iranien depuis des années, mais il est déguisé en pétrole malaisien. Des navires avec de faux pavillons, des transpondeurs falsifiés et des transferts de cargaisons en haute mer. Toute une flotte fantôme mise en place pour contourner les sanctions. Et c'est justement un navire de cette flotte fantôme, le Rich Starry, qui a tenté de tester le blocus américain et a reculé. La Chine teste les limites, mais elle n'est pas prête à affronter de front 21 navires de guerre américains. Pékin a qualifié le blocus d'acte dangereux et irresponsable, mais en pratique, elle n'a rien fait pour affronter directement les États-Unis. La vérité, c'est que la Chine est coincée dans une position difficile. C'est le plus grand partenaire commercial de l'Iran, mais elle a désespérément besoin que le détroit rouvre. Elle dépend aussi d'Ormuz pour recevoir du pétrole d'Arabie Saoudite, d'Irak et des Émirats. Au total, environ la moitié de tout le pétrole importé par la Chine passe par là. La Chine dispose de réserves stratégiques d'environ 1,3 milliard de barils, ce qui suffit pour environ 120 jours. Elle peut survivre sans le pétrole iranien. La question est de savoir si elle le veut. Pendant ce temps, 21 navires de guerre sont coincés dans le conflit. Des jours. L'accès à son fournisseur le moins cher est bloqué. Le cessez-le-feu touche à sa fin. Et c'est exactement là-dessus que les États-Unis misent. Le pari, c'est que la Chine va utiliser son influence en tant que seul acheteur important de l'Iran pour faire pression sur Téhéran afin d'accepter un accord.
L'Iran peut ignorer les menaces américaines, mais quand son seul client appelle et dit « Accepte les conditions avant que le cessez-le-feu n'expire », il devient difficile de dire non. Maintenant, il y a une carte que l'Iran n'a pas encore jouée. Les Houthis, le groupe armé du Yémen soutenu par l'Iran, contrôlent une position stratégique dans le détroit de Bab al-Mandeb, l'entrée de la mer Rouge. Le détroit d'Ormuz est le point d'étranglement d'un côté de la péninsule arabique, Bab al-Mandeb de l'autre. Les Houthis ont déjà montré leur capacité à nuire. Lors de la précédente crise en mer Rouge, ils ont attaqué 178 navires, en ont coulé 4 et ont tué 9 marins. Un officier militaire yéménite a déclaré que fermer le Bab al-Mandeb aux navires américains et israéliens est l'une des options. Et cette menace est devenue plus réelle ces dernières heures. Le commandant de la garde révolutionnaire a déclaré que si le blocus continue, aucune exportation ou importation ne se poursuivra dans la région du Golfe Persique, de la mer d'Oman et de la mer Rouge. En d'autres termes, si les Américains étouffent l'Iran, l'Iran promet d'étouffer le monde entier en retour. Si cela se produit, le monde connaîtra une double crise, les deux côtés de la péninsule arabique étant bloqués en même temps. L'Arabie Saoudite, qui avait détourné une partie de son pétrole vers la mer Rouge justement pour éviter Ormuz, perdrait également cette alternative. Jusqu'à présent, les Houthis n'ont attaqué aucun navire depuis le début de cette guerre. La théorie la plus acceptée parmi les analystes est que l'Iran garde cette carte pour l'utiliser au bon moment comme dernier recours. Mais chaque jour qui passe, le dernier recours se rapproche. Où en sommes-nous maintenant ? Selon Bloomberg, les États-Unis et l'Iran envisagent une prolongation de 2 semaines du cessez-le-feu, afin de gagner plus de temps pour les négociations. Donald Trump a déclaré dans une interview à Fox Business que la guerre est très proche de se terminer et que l'Iran veut désespérément conclure un accord. Du côté iranien, le ton est différent. Un parlementaire iranien a qualifié cela de bluff et a déclaré que l'Iran peut révéler des cartes qu'il n'a pas encore utilisées. Ghalibaf est revenu à Téhéran et s'est directement adressé à Trump. « Si vous vous battez, nous nous battrons. » Un autre membre de la commission de la sécurité du Parlement a déclaré qu'il serait impossible d'accepter ne serait-ce qu'une seule clause des 15 exigences américaines. Pendant ce temps, le Fonds monétaire international a réduit la prévision de croissance mondiale à 3,1%. Le monde se dirige vers un scénario défavorable, avec le pétrole à $100 le baril. Une coalition de plus de 40 pays, dirigée par le Royaume-Uni, est déjà en train de se former pour rouvrir le détroit d'Ormuz. La France a annoncé des plans pour une mission multinationale, et Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer à Pékin le mois prochain, ce qui met une pression énorme sur la Chine pour obtenir un résultat avant cela. Toutes les pièces bougent en même temps. Le paradoxe de toute cette histoire est le suivant. L'Iran a voulu utiliser le détroit d'Ormuz comme sa plus grande arme. Il a fermé, a imposé un péage sur le détroit, pensant qu'il contrôlait la situation. Mais en faisant cela, il a créé une situation où le monde entier a désormais une raison de lui retirer ce contrôle de façon permanente. Les dépôts de pétrole se remplissent. Les puits peuvent commencer à fermer à tout moment. La flotte fantôme chinoise est en train de se replier. La garde révolutionnaire menace d'étendre l'escalade à la mer Rouge. Et le cessez-le-feu ne tient qu'à un fil. C'est sans doute la plus ancienne leçon de la géopolitique. Quand on mise tout sur une seule carte, il vaut mieux s'assurer que personne ne peut renverser la table. Maintenant, je veux savoir ce que tu en penses. À ton avis, l'Iran va-t-il céder et accepter un accord ? Ou va-t-il doubler la mise ? Laisse un commentaire, je veux savoir ce que tu en penses. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se passe, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de le savoir. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les mises à jour, car cette situation évolue rapidement et nous allons continuer à suivre ça de près. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.